Alors ce soir, on fait le cours numéro 3, qui est l'historiographie, qui est la deuxième partie. Donc la deuxième partie, juste pour vous rappeler... Quoi? Ce qu'on cherche. On cherche des filiations entre les grands courants du design et les grands courants de la philosophie. On cherche à voir si l'influence des contextes politiques a pu donner une teinte particulière au grand mouvement du design. Et on cherche à voir comment ça peut enrichir notre approche sur le design whisker aujourd'hui. Alors le sommaire du jour, on commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on va parler dans une première partie de la catastrophe des Lumières, ça ce sera Cynthia, le design pendant la Seconde Guerre mondiale et l'immédiate après-guerre, donc qu'est-ce qui s'est passé notamment dans des pays très engagés dans la guerre comme le Royaume-Uni et les États-Unis, les utopies postmodernes des années 60 et 70, avec un petit focus sur Victor Papanek, qui a été quelqu'un qui a amené énormément dans son approche du design un peu en contre-culture et un design écologique et humanitaire. L'arrivée de l'âge d'or du capitalisme sous l'angle du marketing, avec la généralisation du design dans les entreprises, plutôt à partir des années 80, et puis les initiatives contemporaines, sachant qu'une fois encore, dans cette historiographie, il y a plein de références auxquelles vous pourrez avoir accès, et qu'on est vraiment sur essayer de trouver ces petits points de contact sur le travail qu'on fait. Donc la catastrophe des Lumières, c'est une manière un peu, bien évidemment, rapide de dire le désastre qui se fait, c'est-à-dire après 1945, et qui va être théorisé dès Husserl. Donc je vous ai mis la conférence de Vienne 1935, et qui vous montre, d'ailleurs je ne sais plus si c'est le terme, la catastrophe est dedans, non, je crois que le terme c'est moi qui l'ai posé comme ça, la catastrophe des Lumières, mais ça, en le lisant vous allez comprendre tout de suite. Donc je lis la crise de l'humanité européenne et la philosophie, Husserl, qui pressent bien évidemment le désastre que porte la rationalité mécanique ou la rationalité instrumentale, on l'a souvent vu ici, c'est-à-dire cette scission entre science, technique, éthique, science-conscience, etc., c'est-à-dire ce grand rêve de convergence qui est porté par les Lumières, qui a été déjà conscientisé par bien évidemment la Renaissance, mais qui avait une sorte d'apothéose avec les Lumières. Auschwitz et Hiroshima signent de fait la fin de cela. Mais ça commence dès le début du XXe, et plus spécifiquement, vous avez même, si vous voulez, même un peu en deçà avec Valéry, avec Paul Valéry, la crise de l'esprit, vous avez déjà ça. C'est déjà très présent chez Valéry, c'est présent bien évidemment avec un peu plus tard le malaise dans la civilisation, Freud, etc. J'aurais pu rajouter beaucoup d'autres auteurs, j'ai pris Husserl. La crise de l'existence européenne n'a que deux issues, soit la décadence de l'Europe devenant étrangère à son propre sens vital et rationnel. Donc c'est un combat entre des raisons, la raison et son travestissement, de l'autre côté la rationalité instrumentale. La chute dans l'hostilité à l'esprit, donc il faut bien comprendre que le rationalisme instrumentaliste est une hostilité à l'esprit. Et dans la barbarie, soit la renaissance de l'Europe à partir de l'esprit de la philosophie grâce à l'héroïsme de la raison qui surmonte définitivement le naturalisme. Le plus grand danger pour l'Europe est la lassitude. Luttons avec tout notre zèle contre ce danger des dangers, en bons Européens que n'effraie même pas un combat infini, et de l'embrasement anéantissant de l'incroyance, du feu se consumant du désespoir devant la mission humanitaire de l'Occident, le phénix d'une intériorité de vie et d'une spiritualité nouvelle ressuscitera, etc., etc., car seul l'esprit est immortel. Donc ça, c'est d'emblée pressentir la catastrophe, bien évidemment, qui va se jouer, et je vous ai mis en entrée le fait qu'on va rentrer dans cette grande phase qui annonce déjà la postmodernité, c'est-à-dire ce retournement des valeurs de la modernité contre elle-même, ce travestissement des principes démocratiques, et bien évidemment
la crise de la notion de progrès, on est encore en plein dedans. La technoscience comme seul univers de la science, donc la science qui se travestit dans la technoscience et qui se retourne contre elle, c'est ce que vous avez avec l'arraisonnement du monde porté par Heidegger, 1949, ou vérifier. Donc là aussi, Heidegger avec la question de la technique. Bon. Et puis du côté plus humain, je vous ai mis un peu de Camus, c'est l'éditorial de combat en 1945. Là aussi, je vous ai mis tout enfin pas tout, non, des moments un peu clés. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Nous nous résumerons en une phrase. La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir dans un avenir plus ou moins proche entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. Donc ça, voilà. Le fait d'aller, de dépasser la formidable rage de destruction dont l'homme fait preuve, etc., etc., et donc d'essayer encore une fois de refaire une jonction très forte entre la science, entre l'éthique, entre le fait que le fond des sciences, entre guillemets, ce sont les humanités, hein, et qu'à partir du moment où on dissocie humanité et science, on rentre précisément dans la barbarie, dans ce qu'il dira, lui, avec ses mots, le fait de choisir entre l'enfer et la raison. C'est la dernière chance, encore une fois, de l'humanité, etc. Et d'ailleurs, dans tout Camus, vous avez plusieurs choses. Hein. Vous avez l'au-delà du néant qui est l'absurde, la question de l'absurde, qui est d'une certaine manière le fond sur lequel se pense la question de la liberté chez Camus. Mais vous avez aussi le fait que Camus est c'est aussi un des grands auteurs où il est compliqué de penser son propre bonheur dissocié des autres et dissocié du malheur des autres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi de cela, au sens où, voilà, il y a là encore cette question du monde commun qu'on trouve chez Arendt, etc. Vous l'avez aussi de façon très forte chez Camus. Je vous ai mis ça. Ça doit être ces combats, tout simplement. Et puis, grand autre penseur classique, là aussi, qui va nous lancer sur la théorie de Francfort et sur, on l'a vu souvent ici, toujours cette question de la réification, la chosification de l'homme, la rationalité instrumentale, c'est bien sûr Adorno. Et Adorno, pareil, là aussi des grands pôles. Alors 49, vous connaissez tous cette citation parce qu'elle a été souvent d'ailleurs mal comprise, mais écrire un poème après Auschwitz est barbare et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. Hop, 62, l'idée d'une culture ressuscitée après Auschwitz est un leurre et une absurdité, et c'est pourquoi toute œuvre qui est finalement produite doit en payer le prix fort. Et donc là, c'est comment on pense après l'effondrement. Hein, c'est une autre. Nous, on connaît l'effondrement aujourd'hui pensé dans son questionnement anthropocénique. On l'a vu souvent ici, Jared Diamond, etc. On a les prémices de l'effondrement, qui est la même question, hein, puisque bien évidemment, si aujourd'hui nous sommes en tel massacre, entre guillemets, de l'écosystème, c'est parce que précisément science et technique, science et conscience se sont dissociées. Et ça part de là. Et donc, mais comme le monde a survécu à son propre déclin, il a néanmoins besoin de l'art en tant qu'écriture inconsciente de son histoire. Donc ça aussi, c'est très intéressant, parce qu'Adorno va à la fois poser l'insuffisance, l'impossibilité de l'art après Auschwitz, et en même temps le fait que précisément l'art devient l'écriture inconsciente de l'histoire de la barbarie et donc devient d'autant plus nécessaire même s'il cesse sa propre vanité. Hein, donc c'est cela. Et puis le passage de 66 qui explique justement
encore une fois, moi, comment je vois, et Antoine en dira bien sûr, lui, comment il voit ça, mais c'est-à-dire cette question de la... Qu'est-ce qu'une production de forme viable après un effondrement? C'est ça là, qui est posé là. Et vous l'avez dans la dialectique négative, 66, je passe, mais vous voyez vers la fin... bien, j'aurais dû, comment dire, ne conserve, voilà, aucune parole ne conserve un droit après Auschwitz, et il faut rajouter non trans-formé. Donc on voit très bien que l'enjeu, c'est de trouver la qualité de production de forme qui ne sera pas vaine, alors même qu'elle vient d'éprouver son désastre, notamment posé par Hiroshima et par Auschwitz. Et donc, nous, c'est ça, hein, le design après-guerre, c'est aussi, c'est attraper, entre guillemets, cela. Donc, pendant cette catastrophe, les designers sont intervenus notamment dans des pays comme le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a décrété un programme qui faisait appel aux designers, notamment pour faire face notamment à l'inégalité économique et à la rareté des matériaux, et voir comment on pouvait essayer par le design d'obtenir une redistribution pour pallier les inégalités. Finalement, ce qui est assez intéressant à ce moment-là, c'est qu'il y a deux choses qui vont se définir. D'une part, un design qui va être fait sur des bases plutôt de vulnérabilité, de simplicité, d'efficacité, de moindre coût, avec un dessin assez simple, très fonctionnel. C'est assez étonnant aussi de voir que finalement c'est quelque chose d'assez positif dans ce cadre-là très sombre qui va arriver pour le design, qui va avoir assez peu de retentissement avec l'arrivée des marketing après, c'est-à-dire que tout ça va s'effacer quand même de façon très forte. Et la deuxième chose aussi qu'on peut voir dans ce programme-là, ça va être notamment le fait que en Angleterre, particulièrement, les notions de mode, les notions de design produit, les notions de service, les notions d'architecture sont beaucoup plus liées, ce qui va donner aussi de l'avance à cette culture, pour utiliser ce mot de design qui est un verbe et qui va encore perdurer aujourd'hui, puisque dans les grandes entités, les grandes écoles anglaises, c'est très rarement décorrélé les aspects textiles, par exemple, par rapport aux objets. La deuxième chose, c'est que finalement, il y a eu aussi dans cette volonté de faire du design durable, on va dire, hein, qui puisse être pérenne, une volonté de voir comment on pouvait faire en sorte qu'il y ait le moins de main-d'œuvre possible, puisque la main-d'œuvre, il n'y en avait pas, puisqu'elle était engagée dans la guerre, et ce qui va aussi créer une certaine façon de concevoir le design assez particulière. On voit dans l'illustration ce lien entre la mode et le design. On voit aussi des esthétiques extrêmement sèches, fonctionnelles, qu'on imagine assez pérennes. Finalement, ce grand programme va aussi donner un questionnement sur qu'est-ce que c'est que le good design. C'est une question qui va pas naître ici, mais qui va se poser à ce moment-là et qui va bien sûr avoir des retentissements tout au long de l'évolution du design, puisqu'on pourrait citer des dizaines et des dizaines de propos de décennie en décennie pour essayer de définir en quelques mots qu'est-ce que c'est que le good design. Est-ce que le good design c'est good business? Est-ce que le good design c'est moins de matière, etc., etc. Ce mouvement a eu aussi des implications dans d'autres pays, notamment la Hollande et l'Allemagne. Et assez intéressant aussi de noter que c'est aussi à ce moment-là que va naître l'implication de la politique anglaise dans un soutien du design. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Design Council est une des structures qui porte le mieux le design dans un pays et qui est né à ce moment-là.
Juste une petite chose, ces produits qui ont été développés, ils ont été présentés ensuite dans une grande exposition au MoMA qui a eu lieu une décennie plus tard, 1953 il me semble, et c'est assez intéressant de voir que ça a commencé à dévoyer un petit peu la façon dont on pouvait travailler le design dans des situations un petit peu d'urgence, notamment parce que finalement il y a eu un début de mélange des genres. Le fait de faire rentrer le design au musée fait que ces pièces qui étaient a priori des pièces qui étaient dédiées au plus grand nombre vont devenir des œuvres, vont avoir des prix qui vont exploser, et ça va être le cas pour pas mal de mouvements d'être un petit peu repris par cet acte de culture et de muséographie, et je pense que c'est pas inintéressant de noter la difficulté de ce genre de courant à s'imposer comme des réussites économiques. On voit ici un exemple du Goedvonen hollandais. Du côté des États-Unis, il y a quelque chose qui va arriver très fort, c'est forcément que les États-Unis vont avoir un développement économique extrêmement fort lié à la guerre, un nombre d'emplois dans les secteurs liés à la guerre qui vont exploser, aéronautique, construction navale, industrie mécanique, et des grandes avancées technologiques. Alors ça, là-dessus, ça me semble aussi un point très intéressant, c'est-à-dire que les guerres ont toujours été des moments où l'intelligence humaine de l'ingénierie est terriblement efficace. Et ça pose quand même vraiment question, notamment d'une part parce que ça va développer des industries, et que ces industries, la guerre étant finie, il va falloir continuer à les alimenter, et notamment à trouver des nouveaux débouchés. Et ces débouchés, ils vont être des débouchés quotidiens. On peut citer le nylon qui a été inventé notamment pour les toiles de parachute, et qui va servir ensuite à faire des filets de pêche pour de la pêche intensive ou des bas pour les femmes. Mais on peut aussi citer des exemples dans la chimie, des exemples dans l'énergie, et ça pose la question que soulevait tout à l'heure Cynthia, c'est-à-dire effectivement quand on arrive dans un quotidien où finalement la découverte du nucléaire sert aussi bien à Hiroshima qu'à éclairer le plus grand nombre, la notion de progrès elle s'efface un petit peu, parce que la notion de progrès qui en elle-même sous-tend une notion de progrès humain, alors le mot magique va arriver qui est l'innovation, qui permet un petit peu de se défausser à bon compte de ce qu'on fait avec ces nouveaux progrès. Mais pour moi, c'est aussi peut-être quelque chose qui me semble assez important à ce moment-là, c'est que tous les matériaux de synthèse vont être inventés dans cette période de guerre, notamment, enfin un grand nombre de matériaux de synthèse, le polystyrène, le polyméthacrylate, le plexi, etc., tous les polys dans tous les sens. Je fais une hypothèse sur le fait que c'est aussi la première fois qu'on va commencer à utiliser en matériaux de masse des matériaux morts. C'est pas rien par rapport à ce qui se passe pendant cette guerre-là, c'est-à-dire que ce sont des matériaux, contrairement au bois, contrairement à la pierre, contrairement à tout ce qui a pu être utilisé jusqu'ici, qu'on laisse au sol et qui vont y rester. Ce sont des matériaux qui coupent le continuum du vivant, et je pense que c'est quelque chose de très important de voir à quel point la guerre est pourvoyeuse de changements culturels extrêmement profonds dont on ne se rend pas forcément compte. Il y a cet exemple-là, il y a un autre exemple que j'ai envie de vous donner. On va revenir un peu en arrière sur l'arbalète, pour vous donner une autre métaphore de ce que créent les conditions de guerre. L'arbalète qui a été développée notamment en Europe à partir du début du XIIe siècle, en 1130, il y a un anathème contre l'arbalète, puisque le pape et le clergé dit que c'est une arme des lâches, parce que c'est une arme où on n'est pas obligé de savoir combattre, on n'est pas aussi obligé d'aller au contact, et ce que je veux dire par là, c'est que la métaphore de la distance avec l'autre dans le combat, c'est quelque chose qui vient aussi de cet environnement guerrier, et pour moi il a autant de sens dans ce que va devenir une société que la distance du matériau vivant avec un matériau inerte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui s'expriment dans ces évolutions technologiques qui pour moi sont très sous-jacentes, assez difficiles à poser, mais qui me semblent extrêmement importantes. Oui, juste pour dire, ce que je trouve très frappant dans cette période, et ce qu'on veut, montrer, c'est que
On a souvent dit principe de négociation, qui est au cœur du design. Là, c'est un peu la même chose, mais c'est la question de la fabrique, la question de la transformation, la question de la métamorphose. C'est est-ce qu'on est dans la résilience, est-ce qu'on est dans la récupération, voilà, en gros, on est dans non pas le retournement pervers, parce qu'on est dans du travestissement quand on utilise de fait le nylon des parachutes et puis on va vers une transformation pour faire des bas. Mais précisément là, on essaye de trouver encore une fois un usage du monde, une production de forme, une forme de vie, un style de vie nouveau et qui essaye de tourner la chose qui a été vécue peut-être de façon sombre. Alors c'est sans doute inconscient, en tout cas ce qui est certain c'est que c'est une grande constante, je pense, du design. Et c'est ça aussi la négociation, c'est-à-dire de faire avec ce qui est là et en revanche de ne pas en rester là et d'en faire autre chose. Et ça c'est assez... et c'est pour ça que les guerres sont souvent des lieux terriblement productifs, en tout cas, pourquoi? Parce qu'encore une fois, le design est une confrontation permanente avec de l'hypercontrainte. C'est de l'hypercontrainte, de l'hypercontrainte, de l'hypercontrainte, et on en fait quelque chose en termes génératifs de concepts, etc. La vulnérabilité est une hypercontrainte, la guerre est une hypercontrainte. Donc et c'est comment je tourne ça. Et on verra d'ailleurs qu'une des formes aujourd'hui, ce qu'on appelle le jugad, c'est de l'hypercontrainte. C'est de l'hypercontrainte transformée en du concept, en de la forme, en de la potentialité. Et d'ailleurs, dernière hypothèse, cette notion de nouvelles formes qui vont arriver avec la reconstruction, c'est aussi une forme d'oubli. C'est un peu comme ça qu'on peut la lire, finalement, l'arrivée du marketing, c'est aussi une forme de proposer une vie à chacun dont on oublierait ce qu'on vient de vivre. C'est une espèce de dépassement un peu bizarre, là aussi sûrement inconscient. À cette époque-là, néanmoins, il commence à y avoir un tout petit peu de design critique. Moi, j'aime beaucoup Bruno Munari. Bruno Munari, voilà. Il est... donc c'est un designer qui va avoir une pratique extrêmement ludique, et j'aime beaucoup ça. Donc il dit, oublions un instant l'aménagement d'intérieur, voilà, nous sommes en l'an moins je sais pas quoi avant Jésus-Christ, et puis Pythagore il expose à la galerie Alpha sa fameuse table de multiplication. Donc tous admirent l'œuvre originale, et chacun, une fois chez lui, envisage d'en faire une autre complètement différente pour le compte de son client. L'algèbre ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et je trouve ça très juste d'avoir ce regard extrêmement critique sur la reproduction, surproduction, surmultiplication d'une fonctionnalité ou d'un concept. Pour quel choix, pour porter quoi, on ne sait plus trop. Munari m'intéresse aussi beaucoup parce que c'est quelqu'un qui va avoir une approche créative, il va écrire beaucoup de livres pour enfants par exemple. Il va être extrêmement, ludique dans son approche, et avec un humour assez ravageur qui est, chez les designers, souvent une manière de se faufiler dans la contrainte qui peut être assez efficace. À cette même époque, on est toujours pendant la guerre et juste après-guerre. On va avoir par exemple le couple Ray et Cheryl Eames qui vont travailler sur justement cet emploi de nouvelles technologies. Donc eux vont beaucoup s'intéresser au lamellé-collé. Lamellé-collé, c'est une technique pour faire du bois à partir de feuilles avec un nombre de couches impaires qu'on colle dans des sens différents pour obtenir un matériau a priori avec des meilleures qualités mécaniques que du simple bois. Alors ils vont à la fois travailler sur des objets du quotidien, une chaise ou des jeux pour enfants, mais ils vont aussi beaucoup s'intéresser à des attelles pour les blessés de guerre. Donc toujours en essayant de voir comment on pourrait valoriser cette nouvelle technologie avec une vraie approche de designer, puisqu'ils vont monter dans leur appartement une presse pour pouvoir faire eux-mêmes leurs prototypes, qu'ils vont appeler Kazam. Voilà, un côté un peu magique aussi de la technologie de se contreplaquer. Et puis quelqu'un qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est Moholy Nagy, qui, issu du Bauhaus, va essayer de définir ce qu'est un design pour la vie.
C'est intéressant à plusieurs titres, c'est-à-dire que là encore, le Bauhaus de Chicago, c'est 1937, donc ça va traverser la guerre, donc à un endroit où l'impact direct de la guerre est moins fort, c'est les États-Unis, mais il va définir pour nous quand même, il va poser beaucoup de choses sur l'enseignement du design, sur la pratique du design, alors notamment le fait d'être dans des formations très holistiques, notamment le fait d'à la fois satisfaire la curiosité, mais aussi la pratique créative, mais aussi l'éthique, la philosophie, mais aussi la pratique, c'est-à-dire de mettre les mains dans le cambouis. Et puis, il va avoir effectivement un certain nombre de visions qu'il va porter dans cette école-là. Le design est une attitude, pas une profession. C'est quand même quelque chose qui va rester et que certains designers vont essayer de porter. Il exige une démarche à la fois englobante et pénétrante. Donc, comment on fait pour avoir cette science du contexte dont on a pu parler lors du premier cours, et puis en même temps pénétrer le quotidien dans ce que ça peut avoir de plus beau. Et puis faire du design, c'est penser en termes de relations. Donc là encore, c'est la relation humaine qui est en premier et pas l'objet. On a déjà parlé. Le grand problème que se pose le design, c'est qu'il doit servir la vie. On se rappelle aussi de la phrase de Chateaubriand, la problématique, ce n'est pas l'objet, c'est l'homme. Et finalement, ça va rester quelque chose de très important à ce moment-là. Vous pouvez, si vous vous intéressez à cette personnalité, lire les ouvrages d'Alain Findeli, qui a écrit beaucoup très intéressants sur le Bauhaus de Chicago et sur Molyneux. Oui, et puis bon, bien évidemment, c'est la grande période du rêve démocratique et de la constitution de l'État-providence. Hein. Bon, l'inconditionnalité des droits et de la protection sociale. Bon, je vous ai juste rappelé que voilà, c'est dans ce moment-là, dès 1943, et c'est les jours heureux par le CNR, par le Conseil national de la résistance, en 1944. Bon, d'abord, il y avait un côté très... après l'effondrement, qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc je vous ai juste rappelé qu'il y a, pour les jours heureux, il y a d'abord un plan d'action immédiate qui est assez dur, avec même la poursuite des traîtres, des châtiments, etc. Enfin, un point très voilà, conscient de ça. Et puis après, il y a les jours heureux, c'est-à-dire véritablement les mesures à appliquer dès la libération du territoire sur le plan économique, social. Donc voilà, tac. Donc là, je rappelle juste, expriment leurs angoisses devant la destruction physique de la nation que l'oppresseur hitlérien poursuit avec l'aide des hommes, par le pillage, par la suppression de toute production utile aux Français, par la famille organisée, par le maintien dans les camps d'1 million de prisonniers, par la déportation d'ouvriers, etc., etc. Donc ça, c'est la matière qu'on a. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait, les jours heureux? C'est-à-dire, bien sûr, tout ce qui fait notre état de droit, donc le suffrage universel, la pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. Le Conseil, vous le savez tous, hein, c'est une matrice, hein, les jours heureux. On est encore dans ce grand rêve de dire, mais tiens, c'est quoi l'âge 2 de l'État-providence? Alors, il y a ceux qui ont validé que c'en est fini, rarescence de l'État-providence, fin de l'État-providence, et puis il y a ceux qui considèrent que peut-être il y a un nouvel âge de l'État-providence à penser. Et donc à ce moment-là, revenons aux fondamentaux, regardons et comment on peut les emmener vers un parachèvement plus fort. Je dis juste que c'est très holistique, bien sûr, c'est le micro, le macro, c'est l'économique, et tout ça, c'est c'est inconditionnalité des droits et indivisibilité des droits. C'est ça, hein, là, c'est le retour du grand rêve du continuum, hein, d'une certaine manière. La catastrophe des Lumières a fait voler en éclats le grand continuum, et puis l'holistique nouveau veut se penser, et il se pense à travers la notion d'État-providence, voilà, comme une espèce de manière de se prémunir de la menace qui a eu lieu. Donc inviolabilité du domicile, secret de la correspondance, etc., respect de la personne humaine. Sur le plan économique,
Bien sûr, bon, c'est assez drôle, hein, l'éviction des grandes féodalités économiques et financières, c'est tout le grand enjeu, c'est le retour des commons avec les nationalisations, donc le retour à la nation des grands moyens de production, hein, les richesses du sous-sol, donc c'est bien évidemment toute la question aussi de quel est le lien entre les richesses d'un territoire et puis le plus grand nombre, et puis sur le plan social, voilà, vous avez déjà ce qui fait la vérité du travail, c'est-à-dire dans la foulée de 36 et du Front populaire, hein, le droit au travail et le droit au repos, bien évidemment la sécurité sociale, la question effectivement de la retraite, et on voit très bien que on comprend très bien que toucher à cette retraite est très compliqué puisqu'elle est de fait absolument indissociable de l'État-providence. Une extension des droits politiques, oui, j'ai mis ça aussi parce qu'il y a déjà le grand projet de la décolonisation, hein, dans le CNR. Hein, donc on n'est pas, et ça c'est une question, nous, qui n'y est pas simple, hein, c'est-à-dire est-ce que le design dépasse son cadre occidental, bon, et qui n'est pas si simple que ça, parce que quand on va à la recherche des grands designers non occidentaux, on rame un peu quand même, hein. Or sans doute, mais donc comment, donc ça c'est une question. Bon, là simplement rappeler que de fait c'est quelque chose qui ne veut pas être dans un universalisme de pacotille, qui veut véritablement déjà aller vers ce qu'on appelle les subaltern studies, et puis dépasser la seule question de la majorité. Voilà, donc ça c'est le grand territoire qui termine la fin de la guerre et l'espérance nouvelle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on essaie de tenir notre balancier à chaque fois entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Donc là, on va parler de l'obsolescence programmée qui va arriver très très vite après-guerre, hein, parce que bien sûr, il va falloir voir comment on peut recréer de la richesse et faire en sorte que cette nouvelle société puisse consommer plus qu'on ne produit, hein, essayer de voir comment on peut donner à acheter et encore à acheter. Donc c'est le début de l'obsolescence programmée. Alors que je dis le début, c'est pas tout à fait vrai parce que le cartel des ampoules s'était entendu déjà depuis 1923, mais on va commencer à en faire un symptôme de la société de consommation. Les ampoules pouvaient durer bien plus de 1000 heures, mais on a décidé que, vous savez qu'il y a encore une ampoule allumée qui a été allumée en début du siècle dernier, qui est toujours allumée et qui marche très très bien. Non, mais donc voilà, c'est pour lutter contre la baisse des ventes. Et puis aussi, ce qui va arriver, qui est quand même très intéressant, c'est, j'allais dire, le fait qu'on va commencer à cacher les choses. Donc on va commencer à cacher tout ce qui est de l'ordre de la mécanique des objets. Alors le fait de cacher, il vient de plusieurs choses, hein. Il vient du fait des nouvelles technologies, hein. On va commencer à avoir des produits, et notamment la plasturgie, qui permettent de faire des formes assez facilement, de capoter les choses. Et puis il vient du fait de l'électricité. L'électricité, c'est une énergie très trouble, hein. On n'a pas eu du tout confiance en l'électricité pendant très longtemps, parce qu'il y a eu une grosse bataille au début du siècle sur savoir si c'était mieux d'avoir du courant continu ou du courant alternatif. Donc on faisait des démonstrations absolument dingues pour convaincre le fait qu'il fallait mieux être du bon côté, parce qu'autrement on prenait des gros risques. Il y a des vidéos où à cette époque-là on électrocutait un éléphant pour montrer à quel point l'électricité était dangereuse si elle n'était pas utilisée de la bonne manière. Et d'ailleurs, dans la sociologie de l'innovation, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'on va passer par exemple en à peine 30 ans de la marine à voile à la marine à vapeur, et on va mettre plus de 90 ans à accepter qu'il y ait un démarreur électrique dans une voiture, puisque dans les GS de 1970, il y avait encore un cric pour démarrer sa voiture, alors qu'il y avait un démarreur électrique dans les toutes premières voitures du début du siècle. Donc c'est voilà, ce continuum de la sociologie d'innovation, il est quand même très intéressant. À ce moment-là, les couvercles plastiques vont commencer à cacher certaines choses, et pour moi c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une perspective de vision du monde qui est quand même
assez particulière, c'est-à-dire que la disparition mécanique qu'on avait acquise quand même dans toute l'histoire des technologies, ça va d'une part mettre une distance avec l'usage. Je ne sais plus trop comment ce moulin à poivre ou ce mixeur tourne. Enfin, il tourne, mais je ne sais plus trop comment il tourne. Une distance avec la connaissance. Je ne sais plus trop comment le réparer, comment mettre les mains dedans. Donc une distance avec la réparabilité, hein, donc le fait qu'on va pouvoir jeter. Peut-être qu'il n'y a qu'une petite pièce de cassé, mais comme je ne sais pas, je vais commencer à jeter. Et pour moi, quelque chose qui est assez important à ce moment-là, c'est une distance avec l'honnêteté. C'est-à-dire que s'il y avait de visible sur je tourne la manivelle, je vois le pignon et je vois mon moulin qui tourne, va disparaître et on va commencer par le design industriel à pouvoir dire ce mixeur, il est super fiable, c'est comme si c'était un mixeur pro, parce qu'on lui a donné des formes qui sont inspirées des mixeurs pro, mais dans la réalité, en fait, ça peut être quelque chose fait de façon extrêmement merdique et personne ne le verra. Cette distance avec l'honnêteté, c'est un vrai point pour le design, hein. C'est-à-dire que si on fait aussi la suite de ce fait de commencer à cacher les choses telles qu'elles sont, on peut arriver jusqu'au pot de yaourt, on peut arriver jusqu'au design du packaging, et on peut arriver sur un pot de yaourt où c'est marqué yaourt, fraise avec des morceaux, où il y a 0% de fraises, une belle image de fraise sur le pot, et en fait c'est de la pomme qui est mis avec un petit peu de chimie à la fraise. Ça me rend hystérique, c'est pour ça que j'en parle, mais je pense que c'est un peu le début de ça, de cette espèce de grand délire de mensonge qui va arriver avec ce délire de consommation, qui va bien sûr après prendre un pic encore important avec le digital. Qui peut réparer ça? Pas moi. Les ampoules, c'est assez marrant. Juste une petite chose, donc on a vu cette problématique. Ce qui est très intéressant dans l'évolution des ampoules, c'est qu'au départ, c'est toujours une question de mécanique. C'est-à-dire, on s'est dit comment on peut faire quelque chose en verre qui va protéger ce filament. Et puis, le plus simple, c'était de souffler une paraison en verre. Et si vous soufflez une paraison en verre, vous obtenez quoi? La forme d'un bulbe d'ampoule. Donc c'est né comme ça. Et puis après, va arriver avec cette progression des ampoules, quelque chose qui est aussi très important dans cette société qui est en train d'arriver après-guerre, c'est le lobbying, c'est-à-dire qu'un espèce de lien très particulier entre les entreprises privées et le public, notamment sur la normalisation. C'est-à-dire dans les ampoules, la normalisation des culots, par exemple, va faire en sorte de recentrer la puissance des entreprises qui vont fabriquer des ampoules. Et ensuite, on va décliner. D'ailleurs, je pense que c'est un de nos meilleurs clients qui nous a dit non, mais chez nous, on ne décline pas, parce que décliner, on voit bien ce que ça veut dire. Donc, on va décliner les ampoules, on va faire des ampoules avec des formes de feuilles, et puis l'année d'après avec des formes de lampadaires, etc. Mais dessous, on a toujours la même ampoule, c'est-à-dire que c'est un cache qu'on va venir rajouter. Donc, suivre l'histoire des ampoules est quand même quelque chose qui montre assez bien ce qui s'est passé dans l'histoire des objets. Et là, j'ai écrit, mais je trouve que c'est peut-être le terme assez précis pour essayer d'expliquer ce qu'on essaye de vous dire, c'est que finalement cette esthétique à ce moment-là qui va naître, c'est une espèce de barrière barrière à l'entrée de l'intelligence des individus, l'intelligence des individus, c'est-à-dire qu'on va masquer un peu l'intelligence de compréhension des usages de ces fonctions. Et justement, au même moment, vous avez un grand texte que vous connaissez bien aussi, qui est celui de Gunther Anders, qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. Et il y a plusieurs choses. Alors, je n'ai pas axé sur précisément la thèse de l'obsolescence de l'homme. J'ai sorti ce qui renvoyait le lien entre la technique, les instruments, les objets, l'homme et alors bien sûr aussi le texte La honte prométhéenne. Je vous rappelle cette citation. J'avais présenté ce qui constitue notre défaut fondamental, à savoir notre incapacité à nous imaginer autant de choses que nous sommes capables d'en produire et en faire fonctionner. J'avais aussi insisté sur le fait que c'était en raison de ce fatal décalage que nous nous laissions entraîner à produire et utiliser nos funestes instruments, quitte à provoquer avec eux des effets apocalyptiques, affirmer que ces effets spectaculaires sont imprévisibles,
est inexact. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, de fait, nous créons des outils dont nous n'avons plus, c'est ce que Gunther Anders a appelé la supraliminarité, c'est-à-dire nous sommes incapables de comprendre l'effet de l'effet de l'effet de l'effet. Donc, et c'est pour ça que, de fait, la réalité, il y a une autonomisation de la technique, et il y a une séparation, et de fait, il y a une honte du côté de l'homme, puisqu'il n'est plus capable d'être maître des objets qu'il produit. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est pour ça qu'il y a une lutte très très forte, c'est que la tentation technique devient plus forte que tout. Si vous voulez, quelque chose qui peut être fait sera fait. Et là, il y a de nouveau une grande dissociation, puisque, bien non, c'est pas parce que quelque chose peut être fait qu'il doit être fait. Il faut que ce soit souhaitable. Donc il y a une grande différence entre ce qui peut être fait et ce qui doit être fait. Et on voit très bien aujourd'hui qu'on est dans cette tentation technique insubmersible. C'est-à-dire que si c'est possible, ce sera fait. Et on préférera traverser ça et éventuellement croire qu'il y a un à-rebours possible, mais il n'y a pas d'à-rebours possible, que plutôt se dire mais est-ce souhaitable et de tenter de réguler et d'affronter cette frustration de ne pas aller faire quelque chose. Bon. Donc ça, c'est ça qui crée l'obsolescence de l'homme, puisque de fait, on voit aujourd'hui 2 bébés CRISPR-Cas9. Alors c'est magnifique, CRISPR-Cas9, en plus c'est le gène pathogène du sida, tout va bien, etc. Mais on comprend déjà que, voilà, sur l'édition génomique, il y a quelque chose qui est pas simple. C'est-à-dire que l'homme est attrapé, voilà, en tant que, pas forcément marchandise, mais en tant qu'objet. Bon. Possible aussi. Alors c'est pas, bien évidemment, CRISPR, heureusement, il y a une vision et une réalité thérapeutique extraordinaire aussi, hein, donc je ne veux pas être, encore une fois, technophobe. Mais continuons, parce que ça renvoie exactement à ce que vient de dire Antoine. Vous avez ça chez Anders, 56, toujours l'obsolescence de l'homme, ce qu'il appelle l'orgueil négatif des objets. Alors qu'est-ce que c'est que l'orgueil négatif des objets? Ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans ce temps des objets qui sont extérieurement muets. Vous regardez un objet, il ne dit rien de ce qu'il est, il ne laisse rien paraître. Et donc c'est ce que tu as appelé tout à l'heure la distance avec l'honnêteté, avec la finalité, c'est-à-dire que la finalité disparaît. Alors je cite, nous sommes aveugles, mais nos instruments, eux, sont muets. Je veux dire par là que leur apparence ne révèle plus leur finalité. L'adjectif muet ne convient certes pas complètement, on ne peut pas contester toute perceptibilité à nos instruments, mais s'ils restent perceptibles, ils sont néanmoins difficiles à identifier. Ils se retranchent derrière une apparence qui n'a rien à voir avec leur essence. Ils ont l'air d'être moins qu'ils sont. Et en raison de cette apparence trop modeste, on ne voit plus ce qu'ils sont. Beaucoup n'ont l'air de rien. Par exemple, les boîtes de Zyklon B, utilisées à Auschwitz, qui se distinguent à peine de boîtes de conserve. Voilà. Donc c'est véritablement comment l'apparence est utilisée pour précisément ce que tu disais, cacher, faire disparaître la notion de mal ou rendre relatives les choses, etc. Donc c'est ça, il dit, il n'y a jamais eu auparavant dans l'histoire un pareil orgueil négatif, un pareil être plus comparé, puisque leur part encore perceptible n'a rien à voir avec leur finalité. On pourrait qualifier ces instruments de menteurs, d'idéologie. Quoi qu'il en soit, on peut dire de ces instruments qu'ils sont moins expressifs que jamais. Je veux dire par là qu'il leur manque la capacité ou la volonté d'exprimer ce qu'ils sont, qu'ils ne sont pas presque pas parlants, que leur apparence ne coïncide pas avec leur essence, etc., etc. Et là, tout d'un coup, de dire, tiens, comme s'il y avait les bons objets, les objets dans lesquels on peut avoir confiance, ben quoi, les marteaux, les chaises, les lits, les pantalons, les gants, ça c'est facile. Voilà, tout de suite, on voit qu'est-ce que c'est. Il n'y a pas mensonge. Et puis, de l'autre côté, les réacteurs nucléaires ne montrent rien. Ils ont l'air aussi inoffensifs et aussi insignifiants que n'importe quel site industriel, etc., etc. Ce qui n'est pas le fait d'un couteau. Un couteau n'est pas insignifiant. Donc on voit très bien que ce n'est pas un problème de la finalité. On peut tout à fait avoir une arme, mais au moins elle est arme, d'emblée.
Et puis il y a l'arme qui n'est pas arme d'emblée. Donc ça, vous avez ça. Je vous ai mis aussi une autre grande controverse, ça va être du côté les vrais objets, les objets qui nous aident à, comme disait Arendt, à stabiliser le monde. Et puis de l'autre côté, les objets qui en fait ne seront que marchands. Et qui en fait sont des marchandises. Et qui sont presque plus des objets au sens de fonction stabilisatrice du monde. Et alors par exemple, toujours notre monde est d'avance à vrai dire un univers de racolage. Il se compose des choses qui s'offrent à nous et nous invitent à profiter d'elles. Le racolage est un mode de notre monde, un mode d'être. En termes ontologiques, n'arrive à ses fins en tant qu'étant, n'est reconnu en tant qu'étant que ce qui, dans la guerre de tous contre tous, s'exhibe et possède une plus grande force d'attraction que tous les autres étangs. Donc on voit qu'il y a la question de l'objet marchand, puis il y a la question de l'objet qui va divertir, et là aussi, qui en fait est un attracteur pour capter l'attention, mais c'est vous qui devenez objet, c'est-à-dire c'est l'objet qui vous rend objet, et c'est pas l'objet qui vous fait sujet. Donc là aussi c'est posé chez Günther Anders. Et puis il y a une des grandes thématiques essentielles pour moi en philosophie et politique, c'est-à-dire la conquête politique du temps, quoi, qui est vraiment la base de l'être humain. Alors c'est la suite du divertissement pascalien, mais c'est ce que chez Anders on appelle la détérioration de la scolée. La scolée, vous le savez, c'est en grec le loisir, la vacance. Ça a donné en latin l'école. Donc c'est bien de comprendre que celui qui a la finalité de son temps est libre. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire en plus que le temps propre de l'homme, c'est précisément un temps réflexif. C'est le temps qui me permet de penser ce que je suis en train de faire. Et donc, il y a une conquête politique essentielle. Donc, il y a les objets qui vont nous permettre de libérer ce temps, ou il y a des objets qui vont s'amuser à nous confisquer ce temps et à nous faire passer le temps. Et c'est ce que dit, non pas Anders cette fois-ci, mais Hannah Arendt. Je rappelle juste qu'elle était aussi l'épouse pendant quelques années de ce dernier. Donc, c'est dans la crise de la culture, et Arendt, bien sûr, la grande philosophe. 54, la société de masse ne veut pas la culture, mais les loisirs et les articles offerts par l'industrie des loisirs sont bel et bien consommés par la société comme tous les autres objets de consommation. Les produits nécessaires aux loisirs servent le processus vital de la société. Ils servent à quoi? Ils servent à passer le temps. Donc ils servent à effacer le fait que le sujet a besoin de temps, non seulement pour se construire lui, mais pour construire la société, pour transformer le monde, etc. etc. Et ce temps est capté, bien sûr, pour faire, je ne sais pas, regarder des séries, aller sur... Voilà, bon, c'est pas très très grave, on regarde tous, enfin on regarde peut-être pas tous, mais en l'occurrence, voilà ce que... Donc là aussi, design with care, ça affronte cette question de la mise en place du temps propre et de la réhabilitation de la scolée, de la restauration de la scolée. Bon, en illustration de cette partie-là, bien sûr, il y a l'explosion de la publicité qui va arriver notamment par les États-Unis, et puis le fait que, si on revient à notre cher design, qui va commencer à intervenir dans des domaines extrêmement différents. Donc les domaines du packaging, les domaines des environnements, ce qu'on appelle le retail, les environnements marchands, les domaines graphiques, etc., mais avec une espèce de recherche de cohérence qui pourrait conduire ainsi le consommateur d'un lieu à l'autre, d'une expérience à l'autre, qui va vraiment naître à ce moment-là. Donc il y a eu des initiatives, notamment des anciens du Bauhaus, mais aussi de grandes marques comme Knoll, qui vont aider aussi à faire en sorte que cette espèce de transversalité du design soit de qualité, puisse apporter, j'allais dire, autre chose que de la consommation pure. On voit sur l'image juste après 3 exemples. Le premier exemple qui est un exemple de publicité pour des cigarettes. Alors, la petite anecdote veut que lorsque Bernays fait cette publicité, les femmes ne fument pas assez. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des contextes de films publicitaires où il va prendre des stars, notamment des stars du cinéma, qui va filmer en train de jouer des suffragettes,
et que les suffragettes, donc j'allais dire la rue, les femmes fument, donc voilà, tout le monde peut fumer, et si vous fumez, vous croyez en vous-même et vous allez pouvoir être très transformé par rapport à ça. McDonald's qui va être un des premiers à faire un lien assez fort entre ce qui va définir comme son espace de vente. Hein. Et on voit ces deux grandes arches d'architecture qui ont donné naissance au logo, qui vient comme si c'était une perspective, donc un lien assez direct entre le graphisme et le lieu. Et puis Lucky Strike qui sera un des premiers paquets de cigarettes dessinés par Raymond Lévy. Raymond Lévy, je rappelle juste qu'il a écrit un livre qui s'appelle La laideur se vend mal. C'est tout un symbole quand même du fait qu'on commence à s'intéresser beaucoup plus à la forme qu'au fond, ou enfin en tout cas que ça arrange cet univers-là de s'intéresser et de montrer plutôt la forme que le fond. À ce moment-là aussi, il va y avoir pas mal une chose qui va avoir quand même des conséquences assez importantes pour la France. Alors là, on revient au petit univers du design français, mais c'est pas inintéressant de le noter. Jacques Viennot, qui est un grand designer français, qui va essayer d'avoir beaucoup d'influence sur la façon dont on peut se pratiquer le design, et pas qu'en France, c'est-à-dire qu'il va aussi avoir des liens justement avec Raymond Lévy, justement avec des designers anglais. Ils vont essayer de définir dans une programmation de ce que pourrait être un regroupement des designers mondiaux, comment appeler cette fameuse pratique. Et la balance va tomber du côté du design. Lui défendait plutôt le terme esthétique industrielle, et ça va tomber du côté du design industriel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir un espèce de défaut de compréhension qui va naître pour la culture française, une culture qui est très liée à la réconciliation entre l'ingénierie et les arts, avec quelque chose qui est aussi beaucoup lié au talent, à l'artistique, au créateur, et qui va devenir ce terme-là, design, qui est un verbe pour les Anglais, et qui va du coup devenir un adjectif pour les Français, et ça va typer un style, ça va commencer à isoler un champ formel, et ça va créer pas mal de problèmes pour ce métier qui va avoir du mal à se définir dans ce cadre-là. C'est une querelle qui dure depuis très longtemps. Jacques Toubon, quand il était ministère de la Culture, a essayé de passer en force le fait qu'il fallait dire stylique, ce qui n'a jamais marché. Pourquoi, je ne sais pas, pourtant c'est un mot facile. Voilà. Et puis il y a quand même un modèle après-guerre qui va être assez intéressant, qui va être donc un modèle plutôt lié au design industriel. Donc on a parlé de Jacques Viennot, on va avoir Roger Talon qui va être très important, on en parlera après. Et puis un modèle aussi de gens assez engagés, donc Jean Prouvé d'un côté, et puis Charlotte Perriand qu'on aime beaucoup, vous le savez, qui vont tous les deux à ce moment-là être sollicités. Jean Prouvé par l'abbé Pierre en 1956. Il va être sollicité pour faire la maison des jours meilleurs. Donc ils vont présenter cette maison sur le quai d'Alexandre III. Donc c'est une maison que Le Corbusier va adorer, et qui va être une maison extrêmement petite avec peu de moyens, qui est tout en préfabriqué. Hein, vous savez, et notamment au CNAM, l'importance de Jean Prouvé dans cette notion de préfabriqué dans l'architecture et dans le design. On va même faire un appel radiophonique auprès d'une marque de lessive, Persil, pour essayer de voir comment on peut financer ces maisons-là à cette époque-là. Et on parlait tout à l'heure du lien administration, du lien lobbying, du lien etc. La maison ne va pas pouvoir être déployée, notamment parce que Jean Prouvé avait décidé qu'au centre, il y aurait toute la partie sanitaire. Et en fait, ça n'est pas passé d'un point de vue administratif. C'est-à-dire que c'est resté un... On ne pouvait pas mélanger les eaux. Voilà, on ne pouvait pas c'est tout. mélanger les eaux. Et puis l'autre projet qui est assez intéressant, c'est la Maison du Brésil avec Le Corbusier et Charlotte Perriand. Donc je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est leur dernière collaboration.
alors Charlotte Perriand, c'était une grande amoureuse des programmes, c'est-à-dire que quand elle commençait un projet, elle essayait d'avoir l'ensemble de tous les éléments qu'elle devait prendre en compte, le nombre de chemises de l'étudiant, combien il avait de cahiers, combien il avait de crayons, qu'est-ce qu'il y faisait, combien d'heures il restait, quelle taille il faisait, etc., etc. Donc c'était une très grande programmiste, elle écrivait des cahiers des charges extrêmement rigoureux, et c'est pour ça qu'elle était capable d'avoir une précision dans la réponse qui était très très forte. Et donc ils vont dessiner cette maison du Brésil. On en voit une image voilà, juste ici. Juste pour remettre les choses à leur place, parce que je trouvais ça assez rigolo comme anecdote. Donc le Corbusier s'occupait de l'architecture et Charlotte Perriand s'occupait des meubles. Et quand Charlotte Perriand avait vu le Corbusier lui avait demandé s'il n'y avait pas des ouvrages de dames à faire plutôt. Donc c'était une jeune femme qui à l'époque avait à peine une vingtaine d'années et qui avait déjà un caractère extrêmement trempé. Finalement, le Corbusier a appelé Charlotte Perriand. Donc là, on est plutôt dans les années 27. Hein. Donc le Corbusier est appelé en Allemagne. Il est appelé pour faire un vaste programme qui a été monté par Mies van der Rohe, où à Stuttgart, il décide d'appeler des architectes du monde entier pour construire un petit peu ce que seraient des architectures idéales, etc. Et donc le Corbusier construit sa maison là-bas, et tous ces grands designers se moquent de lui, parce qu'en fait, il est nul en meubles. Donc tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu es autant en architecture, c'est incroyable, autant en mobilier, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Il reprend des vieux trucs, il essaye de les élimer un petit peu, enfin ça marche pas du tout, il est nul en meubles. Donc en revenant de Stuttgart, il appelle Charlotte Perriand, parce qu'il se souvenait qu'elle était très intéressante et elle avait proposé notamment un bar sous les toits qui était assez intéressant. C'est comme ça qu'ils commencent à travailler ensemble. Mais pour remettre l'importance de Charlotte Perriand dans ce projet-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de mobilier là-dedans. Alors la troisième partie, c'est sur les utopies postmodernes. Donc là, on sort un petit peu des années 50, on arrive dans les années 60-70, où après ces années 45, 55, où c'était forcément très très compliqué pour des designers de se mettre en frontal contre la reconstruction, hein, bien sûr, c'était quand même une attente aussi de la population après des années de souffrance. Donc là, il va y avoir l'arrivée des années pop, et une utopie consumériste qui va un petit peu prendre son ampleur, et surtout une utopie, une économie du besoin qui va commencer à faire place à une économie du désir. Terence Coran, qui a fondé notamment le groupe Habitat, dit très bien, il y a eu un moment étrange au milieu des années 60 où les gens ont cessé d'avoir des besoins et où le besoin est devenu désir. L'importance des designers s'accrut dans la production de produits de désir et non plus dans la production de produits de besoin. Donc il y a une nouvelle logique marchande qui fait qu'on va dans ce sens-là, avec une nouvelle adaptation aux modes, une nouvelle adaptation à l'envie d'avoir une vie nouvelle, d'avoir des choses plus décontractées, plus faciles à utiliser, probablement aussi plus faciles à jeter. Et on le voit très bien, là avec notamment là on a pris les illustrations de ce qu'avait fait Prise Unique avec des grands designers de l'époque. Alors sans juger de l'esthétique de l'époque, je pense que ce qui est assez important, c'est que finalement avec cette arrivée massive des plastiques, il va y arriver aussi finalement le fait qu'on va pouvoir avoir formellement une très grande liberté, des couleurs aussi avec une très grande liberté, qu'on va toucher un point économique très fort, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez investi dans un moule pour injecter une table basse en plastique, la table basse elle ne coûte plus rien par rapport à un travail sur du bois ou avec un travail d'artisan. Ça va modifier aussi les cadences, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre moule dans une usine, vous pouvez cracher de la table basse à ne plus en pouvoir. Donc forcément, ça va avoir des conséquences environnementales extrêmement importantes dès cette époque-là. Et puis, ce sont des objets qui ne se réparent pas. Donc, soit il est démodé, soit il est cassé. Mais en tout cas, il fait pas long feu. Enfin, si vous avez encore une banquette comme ça chez vous, je vous conseille plutôt de l'amener à une galerie que chez un réparateur. Et puis, donc là, on a beaucoup parlé de l'industrie pétrochimique, des plastiques, donc ça a été un très très beau débouché aussi pour forcément les gens qui avaient besoin de trouver des débouchés
dans l'industrie pétrochimique de l'essence. Les nouvelles possibilités formelles, on en a parlé aussi, donc je ne vais pas y revenir. Peut-être juste dans cette illustration parler un petit peu de Roger Talon. Donc Roger Talon qui a dessiné ce téléviseur. On aime bien Roger Talon parce que ça a été aussi un des designers qui a su tenir sur cette ligne de crête entre le travail qu'il a pu avoir assez engagé, notamment ça a été celui qui a dessiné les montres LIP pour soutenir le combat solidaire de cette entreprise d'horlogerie. Mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Klein, avec César, avec Armand, qui a fait la maquette de Hardpress avec Catherine Millet, qui a été de ce côté-là aussi, et puis de l'autre côté qui a produit énormément de produits industriels, des chaussures de ski pour Salomon, un des grands artisans des premiers TGV, quelqu'un qui a vraiment eu un espèce de regard du design sur quelque chose de très panoramique qu'on trouve très intéressant. Du côté des États-Unis, c'est plutôt la communauté hippie qui va prendre son essor. On a souhaité parler de cette partie-là parce que finalement, il y a aussi des données d'esthétique industrielle, on va dire, ou esthétique qui vont avoir un sens assez fort en termes de vision du monde. Fuller, qui va être un des grands inventeurs de ces structures géodésiques, ces espèces de sphères construites avec des modules différents. Donc Fuller va beaucoup influencer la culture hippie et il va beaucoup aussi influencer cette culture avec d'autres personnes comme Brand qui va publier une bible du do-it-yourself qui va être à l'usage des hippies dans ce village par exemple du Colorado qui était monté de toutes pièces avec des parties récupérées à droite à gauche pour faire ces modules géodésiques. C'est assez intéressant parce que Fuller il a aussi déposé des brevets par rapport à cette forme, donc on le voit sur l'autre image qui est beaucoup plus industrielle, des brevets sur les pièces techniques qui allaient tenir cette structure, et c'est une assez belle métaphore d'un moment où il y avait ce côté hippie, il y avait aussi un côté très libertaire. Économiquement, finalement, si chacun se débrouille, c'est très bien aussi. Et puis, cette structure-là, j'aime bien essayer de vous projeter l'image qu'elle est un peu autoportante. Et qu'à ce moment-là, cette philosophie de vie était aussi un peu autoportante entre les individus. C'est-à-dire qu'on était, contrairement à une maison avec des murs porteurs qui pouvaient structurer l'espace, là, c'est totalement autoportant. C'est-à-dire qu'à la fois, chacun est interdépendant, mais chacun est un petit peu aussi libre. Les inconvénients, c'est que c'est difficile à meubler. Je reviens à quelque chose de plus pragmatique, que ça fuit un peu de toutes parts, parce que faire quelque chose qui résiste à l'eau avec autant de petites pièces, c'est un peu dur. Mais ça va faire naître tout un mouvement, et notamment le mouvement qui après va être repris avec Enzo Mari sur les meubles qui que vous pouvez construire vous-même, et qui vont proposer aussi un lien avec l'objet complètement différent. C'est-à-dire, je vous donne en libre accès les plans, et vous, faites-le vous-même et faites bien ce que vous voulez, et moi, j'ai rien à vous vendre. Donc ça, une partie quand même assez importante de ce design. Le design radical, lui, il va s'exprimer plutôt en Europe. Alors, il va s'exprimer d'une manière très différente. Alors, le pragmatisme anglo-saxon fait qu'on va beaucoup construire et essayer. En Europe, on va beaucoup projeter. On va faire un peu du design fiction, c'est-à-dire qu'il va y avoir des grands mouvements où finalement, notamment des créateurs et des architectes vont projeter des images de ce que pourrait être un monde meilleur, un peu en contrepoint de ce qui se pratiquait dans l'architecture, où on commençait à se dire que ça allait polluer les sols, qu'on n'allait pas arriver à le démonter, que c'était difficilement vivable, etc., etc. Donc il y a des éléments formels aussi très colorés qui vont arriver à ce moment-là, et on va commencer à se détacher, et je trouve ça assez intéressant quand on arrive dans cette époque-là, 70-80, on commence à faire des choses, les designers commencent à faire des choses, on se détache un petit peu de l'engagement politique. Alors qu'on commence à aller sur une culture pop qui est une culture plus revendicative d'un état d'esprit
couleurs, de couleurs très électriques, etc. Mais que finalement c'est beaucoup plus joyeux et beaucoup moins politiquement dur que ce que ça a pu être par ailleurs. Donc là on voit une image de Super Studio dans la partie plus architecture. Merci. Et puis on passe à une grande figure de cette époque-là, qui va être Victor Papanek. Alors on l'a focalisé un petit peu sur Victor Papanek parce qu'il a quand même, un peu comme Molinagui, créé un certain nombre de façons de penser le design qui vont rester, qui sont encore très présentes aujourd'hui. Donc il va travailler notamment à des objets humanitaires, ce qui va avoir un... Bon, ça ne va pas être si facile que ça à défendre, hein. C'est-à-dire qu'un occidental qui travaille pour des objets humanitaires d'autres civilisations, ça va quand même dès le départ créer un certain nombre de frottements. Néanmoins, il va quand même poser un certain nombre de choses, et notamment cette idée qui va être posée par Haug, qui est: les gens sont conditionnés par le design, par la pub, pour aimer ce qui les détruit. Donc en fait, est-ce qu'on ne peut pas avoir un regard critique sur notre production, essayer de produire des choses qui sont utiles, et il va avoir un gros travail sur le fait de prouver que beaucoup des objets qui sont produits par la société sont des objets inutiles. Son travail, il est aussi beaucoup centré sur l'usager, centré sur le terrain. Il s'intéressait énormément à l'anthropologie, il a beaucoup travaillé sur l'étude d'objets d'autres civilisations. Il va beaucoup travailler sur la co-conception, qui va rester quelque chose de très vrai encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, j'allais dire. Et il va beaucoup travailler sur l'inclusion sociale. Donc il va avoir quand même, un impact extrêmement fort sur l'univers du design. Lui a produit assez peu d'objets finalement, mais a eu un retentissement avec ses ouvrages qui ont été traduits dans plus de 20 langues, et par ses cours, puisqu'il donnait d'assez nombreux cours. On voit là, pour l'anecdote, la petite radio qu'il a conçue au début des années 60, et il y a eu des gens qui se sont dit tiens, mais pourquoi on ne peindrait pas la canette en gris au moins? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins essayer de mettre un petit peu d'esthétique, un petit peu de style, un petit peu d'habillage de cet objet qui est assez redoutable par son côté brutal, et pourtant par une fonction qui est très importante, comme disait Cynthia, la puissance de la parole, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. On a eu une controverse sur le fait que la radio est un objet occidental. Je dis, il ne faut pas charrier quand même. Donc, de fait, la radio, ça renvoie à pas du tout une économie occidentale, ça renvoie à la prise de parole. Quand on regarde notamment au Burkina Faso comment l'émergence des radios libres a révolutionné le Burkina Faso ou ailleurs, c'est un objet bien évidemment absolument universel. Après, bien évidemment, il y a l'esthétique qui peut varier ici ou là, mais bon, c'était donc... voilà, merci pour ce passage de parole. Je t'en prie. Et pour finir juste sur Papanek, effectivement, ce travail sur le sens critique de l'objet, sur les initiatives low-tech, sur le fait de prendre ça, va avoir beaucoup de retentissement. Il y a quelque chose que je souhaite aussi dire, parce que je trouve qu'on est toujours en essayant de trouver quelle était la part de négociation de chacun dans ce qu'il est en train de faire en design. Alors son dernier livre, qui était un livre plutôt sur l'éco-conception, qu'il a publié en 1995, sera récompensé par la fondation Ikea. C'est vous qui souriez. La partie 5. Donc là, on arrive vraiment à l'âge d'or du marketing. Donc, finalement, ici, c'est peut-être la première fois que les objets signatures vont commencer à rentrer dans le champ du design. Alors, les objets signatures, c'est que finalement, les designers vont commencer à être reconnus comme des individualités. Et quand je dis ça, c'est pas que c'était pas le cas début de siècle ou un peu plus tard, c'est qu'ils vont commencer à représenter des styles de vie. Alors que pour le Bauhaus, c'était pas ça. C'est-à-dire que c'était vraiment un travail sur la définition
d'un style de vie dédié à un environnement, mais ce n'était pas adopter mon style de vie, ce qui est quand même un petit peu différent. Donc il y a un certain nombre de designers, de fait, qui vont se mettre à isoler un champ formel, c'est-à-dire, on a parlé au tout début du premier cours de cette image de domination du design, hein, mais c'est comment ils vont commencer à créer des images de domination assez fortes sur des champs formels. Mais ils vont commencer aussi à mettre des coups de pied un petit peu à la fois dans un design très critique et à la fois dans le marketing. Donc on peut citer par exemple Memphis, quelqu'un qu'on aime beaucoup qui est en Sotsas, qui va par ce groupement de designers essayer de finalement libérer les formes et les couleurs, d'essayer de trouver une espèce d'exubérance décorative, de se dire finalement on n'a plus de limites, la façon dont on va développer les choses, on va les faire en petites séries, on va les mettre dans des galeries, on n'a pas forcément envie d'être dans des supermarchés, et puis avec un registre formel qui va commencer à s'inspirer notamment du monde de l'électronique. Ce qui est assez intéressant avec Sotsas et avec Memphis, c'est que Sotsas il était aussi beaucoup sur la ligne de crête, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup travaillé pour ce programme Memphis, mais il a aussi fait de la stratégie d'innovation pour Olivetti, mais il a aussi travaillé pour des grands groupes industriels. Il a dessiné notamment une très belle petite machine à écrire portative où il avait fait la Valentine, elle s'appelle, toute rouge avec une petite coque à emporter, voilà, où il travaillait aussi sur les nouveaux usages. Il travaillait aussi pour Olivetti sur la façon dont il pouvait communiquer sur ce produit, etc. Donc il était lui aussi sur cette ligne de crête. Il faut savoir quand même qu'à cette époque-là, ça a été une grosse rupture, un impact assez important dans ce qui s'était passé dans un design assez engagé depuis quelque temps. Et notamment, par exemple, des gens comme Charlotte Perriand étaient vent debout contre cette approche-là. C'est-à-dire qu'elle disait qu'elle avait l'impression qu'on revenait à l'époque de Ruhlmann. Alors Ruhlmann, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un grand décorateur du début du XXe siècle qui faisait des choses absolument sublimes, mais qui était un décorateur. Et pour les gens qui travaillaient sur la fonction, sur l'efficacité des formes et des usages, c'était quelque chose d'extrêmement secouant. Dans le même style, il y a eu le groupe Totem en France, qui est né à Lyon, je crois, à 2 rues après Sismo. C'est assez marrant parce que Vincent Lemarchand, qui est un des fondateurs de Totem, donc, habitait à 100 mètres de là où on a commencé à créer Sismo. Et un jour, il est venu nous voir. Donc nous, on avait posé un certain nombre de contraintes à ce qu'on voulait faire. On avait dit qu'on ne travaillerait pas le week-end notamment. Donc il est venu nous voir et il nous a dit il faut absolument que je vous voie. Donc je ne savais pas qui c'était. Il faut absolument que je vous voie. J'aime beaucoup ce que vous êtes en train de faire, etc. Donc venez boire un café samedi. Et puis d'un seul homme, on avait dit avec Fred non, on ne travaille pas le week-end. Donc voilà, néanmoins ils ont créé un certain nombre d'esthétiques, notamment cette table qui est très belle, hein, ce Cadavreski, où là encore c'est inspiré espèce d'amoncellement de choses, puis les objets sont là pour mourir pour eux, donc il faut, voilà, on va en faire et puis on en fera d'autres, et puis voilà, il y a une espèce de légèreté par rapport à ça et d'humour qu'on va retrouver aussi chez Droog. Donc des Hollandais qui vont avoir un impact très important à partir des années 93, vont travailler un petit peu aussi sous forme de groupement, en invitant des designers à participer à des thématiques qui vont exposer notamment à la foire de Milan, qui va devenir le grand lieu de présentation du design, et ils vont beaucoup travailler sur la simplicité et l'humour. D'ailleurs, avec un humour un peu sec, voilà, comme on voit sur cette commode. D'ailleurs, Droog, ça veut dire sec. Et il va y avoir plein de designers qui vont débuter en faisant des propositions pour Droog, qui sont aujourd'hui des grands designers, enfin grands dans le sens de leur reconnaissance. Marcel Wenders, par exemple, Ella Jungurius, qui travaille beaucoup sur les couleurs avec un travail très très intéressant, ou Richard Hutten. Et on arrive en 93, donc on est toujours à peu près à cette époque. En France, qu'est-ce qui se passe? Il y a une très très grande exposition qui s'appelle Design Miroir du siècle, qui est une exposition assez sublime, qui va retracer dans la nef du Grand Palais, donc ce qui est quand même pas rien, tout le parcours de l'histoire du design depuis William Morris jusqu'à les années 90, sous l'impulsion de Raymond Guido, qui était un très grand historien du design.
Mais pour moi, ça marque aussi peut-être la fin, après un espèce d'émiettement qui va arriver dans le monde du design en France, notamment parce qu'on n'aura plus jamais une espèce de grande messe comme ça, nationale, mais un émiettement avec la naissance de plein d'initiatives locales portées par des CCI, portées par des mairies, portées par des régions, portées par des ministères. Ces initiatives locales vont un peu émietter la façon dont le design se présente et vont un petit peu, à mon avis, créer un certain nombre de chapelles. Là, on revient à qu'est-ce que c'est que le good design. Alors pour les uns, ça sera beaucoup plus sur l'implication sur le territoire. Pour les autres, c'est absolument du développement économique pour les entreprises, etc., etc. Et enfin, la dernière partie sur les initiatives contemporaines. Donc là, ça rejoint la suite de ces initiatives d'aide au développement par les collectivités. Donc c'est le design management qui va arriver à cette époque-là, avec une première thèse soutenue dans cette discipline-là. Et puis le début du recrutement de designers dans des grandes entreprises de type Decathlon, avec Philippe Picot qui va monter la première, j'allais dire, le côté très exemplaire de l'intégration du design en entreprise, qui est quand même très nouveau, hein, c'est-à-dire quand vous avez plus de 100 designers dans une entreprise, vous n'êtes plus à vous dire que le design n'est pas stratégique dans l'entreprise. Les initiatives locales tenues par des grandes dames du design, Maggie Gabillard, Centre du design Rhône-Alpes, Elsa Frances avec la Cité du design qu'elle va lancer, et puis Anne-Marie Boutin à la PCI, jusqu'au niveau national, puisque Philippe Etier et Montebourg vont monter un collège des designers lorsqu'ils sont respectivement ministres à Bercy et ministre de la Culture, pour essayer de voir ce que peut le design dans les politiques publiques et dans la façon de faire progresser ou de faire société. Un petit passage par le Danny Schleder, parce que c'est assez intéressant. Donc ça, c'est finalement la façon dont on peut montrer l'échelle d'intégration du design dans une organisation ou dans une entreprise. Donc pas de design, hein, qui est la première marche, du design comme style. Donc vous demandez à un designer de vous faire quelque chose de beau, du design comme process, donc vous essayez de l'intégrer dans votre cahier des charges en vous demandant si la réponse que vous attendez est bien de dessiner une belle perceuse ou si c'est autre chose, si c'est un service ou si c'est savoir comment faire un trou dans un mur. Et puis le design comme stratégie qui va arriver avec tout ce qu'on appelle les méga brands du design, les Apple, les Lego, etc. Mais aussi par des gens comme Airbnb qui vont avoir des designers dans leurs fondateurs et qui vont du coup travailler avec une approche très centrée sur l'utilisateur, essayer plutôt de voir ce dont a besoin l'utilisateur n'ayant pas forcément besoin d'un hôtel, mais peut-être juste de dormir dans un endroit qui lui convient. Ça serait compliqué de faire quelque chose de très précis sur ce qui est en train de se passer, néanmoins ça nous semblait intéressant de vous montrer un petit peu des choses qui ont beaucoup d'impact. Donc la première chose qui va avoir de l'impact, et je vais le prendre un peu en sens différent de ce qui est présenté, c'est le design durable. L'éco-conception et le design durable va arriver il y a 10-15 ans dans les demandes des organisations dans les cahiers des charges. Et je dis ça parce que en fait, d'une part, tout le monde s'est rendu compte que ça coûtait très cher de faire du design durable. Donc tout le monde a commencé à se dire qu'on allait le mettre assez loin dans le cahier des charges. Comme ça, si on pouvait éviter de trop le regarder en face, ça serait pas mal. Et puis il y a quelque chose qui a rendu service à tout le monde, c'est l'arrivée de la nécessité d'intégrer le digital dans les entreprises et dans les organisations. Du coup, finalement, le design durable, c'était plus si important que ça. Et la transformation digitale est arrivée avec un tas de méthodes nouvelles qui vont impacter le brave design industriel de plein fouet, hein, qui sont des méthodes agiles, les méthodes d'époque, etc., qui sont toutes des méthodes qui sont issues de l'informatique à l'origine, mais aussi l'impression 3D, voilà, tout ça va prendre vraiment de front les manières de faire du design. Le design thinking qui va arriver des États-Unis, on en reparlera après sur la petite slide, mais aussi le design des politiques publiques, le design de services,
Et donc comment on va adapter le design à l'économie de la fonctionnalité. Donc pour raconter ça, je vous refais la petite histoire de la perceuse. J'ai pas besoin d'une perceuse, j'ai besoin de faire un trou dans mon mur. Donc au designer de réfléchir comment il va faire et pas forcément de vouloir absolument me vendre une perceuse. Donc tout ça, ça va aussi permettre, et notamment par ce petit passage par le design thinking, d'être très entendu à des niveaux beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus stratégiques des organisations. Alors le design thinking, c'est une histoire assez étonnante que je ne vais pas vous dire comment c'est né, mais c'est plutôt le fait de vous expliquer que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une manière de faire le design qui est un petit peu processée. Donc ça va arriver très frontalement avec la culture d'un design qui est un design de créateur, où finalement on aime bien imaginer que le designer se promène autour d'un lac avec une écharpe et est foudroyé par une image et une idée géniale qui va vous mettre en œuvre. Donc là, non, pas du tout. Les Américains arrivent et disent non, pas du tout, tout le monde peut s'y mettre. Donc voilà, il y a des étapes très claires. On réouvre le sujet, on fait de l'observation, on fait de l'idéation ensemble. On va voir les usagers ce dont ils ont besoin et puis on teste sur le terrain avec eux. Et puis après, on recommence une part d'itération et puis en fait, ça marche. Alors ça, c'est un truc quand c'est arrivé. Les designers en France, c'est un moment assez drôle parce que tout le monde a dit mais c'est des designers de post-it. Vraiment c'est de la ça va jamais marcher de toute façon, etc., etc. Et c'était assez drôle de voir que au contraire, bon, ça a pris une place certaine. Ça a d'abord pris une place chez les dirigeants, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, vous disiez à un dirigeant ah, vous voulez pas faire du design dans votre entreprise? Il vous disait ah, non, c'est bon, mon bureau il est propre. Et vous voulez changer l'accueil? Ah oui, on peut changer la couleur de l'accueil si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, il y a très peu de dirigeants qui ne se disent pas ah oui, c'est un petit peu plus transversal que ça a un petit peu plus d'implication que ça. Donc ça, c'est à mon avis un des bénéfices assez importants. Et je pense que malheureusement, les purs designers industriels ont pris du retard là-dessus et se sont fait déborder par 2 endroits. Premièrement, les designers qui arrivaient plutôt du côté de l'UX et du digital, qui eux avaient cette agilité et cette envie de faire comme ça. Et deuxièmement, par les cabinets de conseil, qui eux ne sont pas du tout gênés pour dire que le design thinking c'était un super truc, et qui ont mis ça en amont de leur travail, sans faire trop de cas du fait qu'il n'y ait pas tellement de création dans ce qu'ils allaient produire, mais ça leur permettait d'intégrer ce côté collaboratif, donc ça veut dire transformation des entreprises, donc ça veut dire organisation nouvelle, etc., etc. Donc au plus grand bénéfice de ce type d'accompagnement. Mais ce design-là, qui est une espèce de nébuleuse qu'on essaye de poser, en tout cas avec Cynthia, de façon très claire autour de cet engagement autour du design whisker, il y a quand même pas mal de designers qui vont commencer à poser la problématique éthique du design, de ce design très transversal. Si demain on appelle des designers à définir quels sont les critères de choix d'une arborescence en data, il va forcément y avoir une question d'éthique pour les assureurs, pour la mobilité, pour les accidents. Et il va y avoir des initiatives. Donc j'aime bien citer Gauthier Roussil parce que je trouve que c'est une initiative assez intéressante, qui est un designer qui a pratiqué le design, qui est un jeune homme qui a pratiqué le design, qui s'est dit finalement il ne voulait pas le faire de cette façon-là, donc il est reparti faire des études de philosophie et d'anthropologie, et il a fait un tour d'Europe en se disant je vais aller questionner des designers pour voir comment ils prennent cette question de l'éthique en design. Donc je vous incite vraiment à regarder ce documentaire qui s'appelle Ethics for Design, qui est, que vous trouvez facilement sur Internet, et qui est sans jugement. Donc c'est très intéressant de voir finalement différentes façons de s'engager dans ce design critique. Donc il y a une façon qui est d'établir une interaction avec la cohésion sociale, c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut créer de la cohésion sociale avec le design, une façon de voir comment on peut créer des modèles économiques alternatifs, et une façon de penser le design comme vraiment étant finalement une discipline de critique
c'est-à-dire qu'il soit capable de projeter des images critiques par rapport à ce qui est en train de se produire, ou des mondes préférables, c'est-à-dire on reprend le design comme dans sa capacité de projection, et on essaye d'impacter ce qui se passe, d'impacter le courant du quotidien par des images soit critiques, soit préférables. On peut par exemple faire un petit focus sur Martino Gamper, qui a fait un travail assez beau que vous voyez dans l'image juste après, où lui il travaille vraiment comme le designer, comme participant à faire société. Donc il va travailler notamment dans un quartier à Londres, où il y a une vraie problématique de drogue, et où il va dessiner à dessin la façon dont il pourrait emmener tous ces gens et les gens du quartier à vivre cet espace de façon différente. Il va dessiner des assises, mais il va aussi dessiner des manières d'interagir entre tous ces gens. Il va dessiner une espèce de programmation culturelle de ce lieu-là, tout en continuant de revendiquer d'être un designer. C'est-à-dire que vraiment en essayant d'avoir un impact social fort sur un environnement très déterminé spatialement. Alors sur quelques éléments de conclusion aujourd'hui. Alors vous avez vu tout ce qu'on a, j'en ai listé quelques-uns et puis on va développer davantage, mais voilà. Donc on a vu que le design, c'est bien sûr prendre soin de tout l'interrelationnel, et sachant que l'interrelationnel je-tu n'est pas le même que l'interrelationnel avec tiers, et puis l'interrelationnel avec le nous. Bon, bien sûr la question de la relation à la nature qui a émergé, bien sûr la question de la relation avec le modèle économique, et puis on l'a dit, je ne l'ai pas rajouté là, mais c'est très important, la question de la négociation, la question de voilà, comment, qu'est-ce que c'est, et cette science à la fois que tu disais, cette science du contexte, et puis cette manière de se mailler jusqu'où, parce que bien évidemment il y a une notion voilà, du compromis et puis de la compromission, et c'est toujours cette navigation, mais c'est une pensée de la négociation. Je pense qu'on a essayé de vous montrer comment cette négociation, elle était, encore une fois, pourvoyeuse de forme, elle créait de la qualité émergente, elle n'était pas simplement du nivellement par le bas, ce qu'on pense généralement de la négociation. Bon, bien sûr, tout ce qui renvoie à l'éco-conception, la résilience, l'effondrement, est-ce qu'on est déjà dans l'adaptation ou pas? La question des sobriétés heureuses, la question des commons, de l'inappropriable, le do it yourself qui est arrivé très tôt, vous avez vu. Bon, donc voilà. On n'est pas revenu sur Rudowski, mais on aurait pu aussi renvoyer à Rudowski. Et aujourd'hui, on est donc il y a un grand manifeste architecture sans architecte en 64 et qui renvoie à tout le côté du vernaculaire qui fait seule architecture. Bon, on revient aujourd'hui vers ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villes qui essayent de repenser ça, c'est-à-dire à la fois de faire une grande place, bien évidemment, aux architectes, mais aussi à cette manière dont Rudowski a pensé le lien avec la beauté et puis l'émergence comme ça spontanée d'une architecture. La grande question du partage, là aussi, qui est très très importante dans le design, et notamment, je le répète souvent, mais pour les nouvelles générations qui, je pense, sont dans une autre conception de ce qu'est la notion même d'expérience, au sens où expérimenter aujourd'hui, ce n'est pas garder pour soi, ce n'est pas l'intensification, l'intimité, le sentiment d'une protection aussi, on va ressentir quelque chose d'autant mieux que précisément on le garde, on le protège comme un secret, etc. Et vous voyez très clairement aujourd'hui, chez les nouvelles générations, le fait que non, on va expérimenter quelque chose précisément par le partage, et non pas le partage simplement comme modalité mise en scène de soi, un délire narcissique, etc., ce qu'on peut souvent dire. Non, par le fait que je construis mon expérience aussi parce que toi, tu vas venir dans mon expérience, etc., etc. Donc il y a quelque chose d'un peu différent. On a vu tout à l'heure donc cette négociation, mais aussi cette question de qu'est-ce que je fais avec l'effondrement, qu'est-ce que je fais avec le pire.
Voilà, c'est moi qui parle d'ingénierie du malheur, c'est un petit peu catastrophiste comme approche, mais le Jugat, c'est aussi ça, c'est-à-dire en gros, ce sont des vies absolument terribles, dures, précaires, pauvres, etc. Et puis finalement, allez, on invente la machine à laver qui lave les vêtements et les patates, le tout ensemble. Bon. Et voilà, parce que j'ai ni le temps pour faire l'un ou l'autre, et il me faut un objet qui gère ça. Bon, donc c'est ça. Bien évidemment, la question du capacitaire, et puis qui est reliée au cycle de vie, hein, au fait que les âges de la vie, etc. Bon, toutes les questions qui renvoient à l'usage, la propriété, on l'a vu, hein, je ne veux pas posséder une perceuse, ça ne m'intéresse absolument pas, je veux faire un trou dans mon mur, je ne veux pas posséder une voiture, je veux pouvoir bouger. Bon, on est bien évidemment dans cette vérité de l'usage et de la fonction, et de la fonction existentielle, hein, pas que de quelque chose qui fait qu'à un moment donné, bouger, c'est moi qui vais en faire ce que je veux, quoi. Donc la question bien sûr, qui est aujourd'hui qui est très importante, on l'a vu souvent, Charte d'Athènes versus Aalborg, etc. C'est-à-dire on n'est plus dans cette séparation des fonctions. Hein. La gare aujourd'hui, c'est pas simplement pour prendre un train. Bien évidemment que non, c'est pour travailler, c'est pour faire des rendez-vous, c'est demain peut-être pour prendre un cours, c'est demain peut-être faire un rendez-vous chez le médecin avec une cabine de télémédecine, etc., etc. Donc on est dans véritablement des lieux qui sont des lieux multifonctionnels, des habitats multifonctionnels, hein, le télétravail, hein, pareil. Donc demain, c'est pas du tout impossible que en bas des bureaux, on essaye au contraire d'avoir des espaces partagés pour bien travailler, donc que sais-je, etc., etc. Donc il fait que tout est repensé. La grande importance de la reterritorialisation, qui est absolument, on le voit, hein, c'est pas comment dire du tout neutre que tous les grands mouvements citoyens en ce moment soient des mouvements d'occupation de terrain. C'est quelque chose d'important d'aller récupérer l'espace. C'est très intéressant d'ailleurs les gilets jaunes avec ça, sur la question des ronds-points. C'est très drôle, parce que les gilets jaunes, c'est une espèce de double retournement. Le gilet jaune, objet à la fois détestable et puis surtout obligatoire. C'est quand même le délire de la norme, hein, le gilet jaune. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est réveillé un matin en disant tout le monde doit avoir un gilet jaune. Ah, c'est absolument déterminant pour sauver des vies. Ah bon? D'accord. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas, tu auras une amende. Ah, bon, vraiment, on attendait que ça, comme s'il y avait... vous voyez ce que je veux dire? Et ce délire-là de normalisation fait qu'on devient fou. C'est-à-dire que... je vais avoir une amende parce que j'ai pas acheté ce truc débile, machin. Eh ben oui. Bon, et ça s'appelle l'état de droit. Et donc, bien évidemment, je caricature, hein, mais c'est ça. C'est aussi ça, c'est-à-dire que j'ai mis d'ailleurs juste derrière la dénormalisation, qui aujourd'hui est un des grands mouvements de respiration obligatoire, mais surtout aussi de réhabilitation de quantité de tiers-lieux qu'on ne peut plus. J'étais encore dans un tiers-lieu, l'hôtel Pasteur à Rennes. Je vous invite à regarder ce qu'a fait l'architecte pour rénover cet endroit. Ben justement, on ne peut aller dans cet endroit que si on dénormalise. Parce que cet endroit est magnifique, mais si tout d'un coup on s'oblige à respecter les normes, ben il faut casser la bibliothèque, il faut mettre du chauffage partout, et donc résultat, c'est plus possible. Il faut casser les vitres parce que c'est pas aux normes, et sauf que l'architecture disparaît. Et donc il a fallu que l'hôtel Pasteur, avec se battent à Rennes pour démontrer par l'usage que oui, tiens, il était possible de pas chauffer l'intégralité d'un endroit, qu'on pouvait être à 13 degrés dans une bibliothèque, comme ça, on avait un peu froid, mais on le savait, etc., etc. Donc la dénormalisation aujourd'hui, c'est une question clé, hein, on la retrouve aussi en EHPAD. Hein, les EHPAD où, par souci, si vous voulez, du zéro risque, du principe de précaution à outrance, on attache les gens pour pas qu'ils tombent, on les force à manger pour pas aller dans la dénutrition, on enlève, les vitres pour pas leur donner l'envie de partir. Donc voilà, on est dans ce design-là, et puis rappeler que c'est toujours le design, c'est ce génial oxymore entre l'utopie,
tout est possible, tout est merveilleux, et puis l'hyper-contrainte. Ah, vous savez, tout est possible, alors on n'a aucun argent. Hein. Ah, bon, d'accord, non, tout est possible, mais là, vous savez, c'est dans une institution et en gros, le design, il déteste. Ah, ok. Bon, voilà, hein, donc on est toujours dans ce principe de fantasmatique maximum, et puis dans un retour dans ce principe de réalité qui est... voilà, et donc ça, c'est... ce qui fait, je dirais, le caractère particulièrement, comment dire, efficient, d'une certaine manière, du design. Juste pour compléter, effectivement, ce qu'on a envie aussi de mettre en valeur par rapport à ce qu'on a appris de cette historiographie, c'est son côté aussi insaisissable, hein, du design. Moi, je pense, et on est d'accord là-dessus, que c'est plutôt une chance. On voit aujourd'hui des métiers qui ont été beaucoup réglementés comme l'architecture, hein, qui peuvent être perçus comme très près du design, qui souffrent énormément de cette réglementation pour arriver à rester insaisissables sur les réponses qu'ils peuvent amener, parce que voilà, la contrainte réglementaire est extrêmement forte. Donc ce côté insaisissable, il est à notre avis nécessaire et il est à conserver. Je pense que notre volonté d'indépendance aussi et d'autonomie par rapport à ce qu'on fait marque ce point-là. La posture de négociation, Cynthia en a parlé. L'attention pour l'humain, c'est quelque chose qui, bien sûr, a toujours été là dans le design, mais c'est aussi quelque chose qui est un espèce de, pour le designer, un espèce de procédé d'intimité entre soi et les autres, d'aller sur le terrain, vivre les environnements dans lesquels on va intervenir. C'est pour bon nombre d'organisations quelque chose qui est aujourd'hui très compliqué. C'est-à-dire que nous, notre travail est aussi de reprendre la main des gens pour les remettre en condition de cette émotion capacitaire dont tu parles souvent, mais qui permet de refaire ensemble quelque chose. La part émotionnelle, qui est elle aussi très importante. Alors on en parle beaucoup dans l'époque, dans l'expérimentation, mais c'est cette part émotionnelle de retrouver à travers l'expérience des sens, ce qui fait une expérience plus commune, qui fait une expérience de partage, c'est remettre le corps dans la décision, comme j'aime souvent dire aux gens avec lesquels on travaille. Hein, on ne prend pas du tout la même décision devant un problème présenté avec une belle image 3D par PowerPoint que si on va faire ensemble avec les gens ce qu'on imagine. L'intelligence systémique, c'est quelque chose qui donne de l'intelligence aussi systémique aux productions du design. Le lien avec la nature qui reste très présent, et là j'ai bien insisté sur la problématique des matériaux morts, mais pour moi c'est bien sûr essayer de voir comment ce continuum du vivant, le designer peut aider à faire en sorte qu'il reste bien là. Ce qu'on appelle une liberté réaliste, qui rejoint un des points de tout à l'heure, mais c'est effectivement un besoin d'une grande liberté, mais dans un monde de contraintes très fort. Trouver de la liberté dans la contrainte, c'est souvent ce qu'on aime à dire. Ne pas se priver de tout ce qui peut être un petit peu de l'ordre de l'insolence et de l'humour, parce que c'est souvent dans ces environnements-là extrêmement pratique pour arriver à ne pas dramatiser le fait de changer des situations. Souvent l'insolence, elle peut être, ou l'humour, il peut être contre soi-même. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on arrive à faire avancer des projets ou si on se moque de nous-mêmes. Hein. La caricature du designer, elle a assez bon dos, et c'est bien de la détricoter quand on est dans des univers où c'est pas trop facile d'avancer. C'est une tradition d'engagement qui est pas neutre, hein, on l'a dit aussi, et peu de neutralité. En fait, il y a assez peu d'univers du design où il y a une vraie neutralité. Il y a des grosses structures qui produisent du design avec une forme de neutralité apparente, mais je pense qu'il y a peu de designers qui ont cette neutralité. Un grand appétit de la transmission. C'est ce qu'on fait ici, mais c'est souvent aussi, on l'a vu, hein, dans les grands plans du design, des gens qui sont aussi des grands transmetteurs, soit dans des écoles, soit par des expositions, soit par des choses comme ça. Voilà, on arrive un petit peu à la fin de cette historiographie. Je pense que la dernière chose qu'on voulait soulever, c'était le lien à l'échelle.
Donc on essaye aussi beaucoup de travailler sur la façon de déployer les solutions que les designers peuvent amener. Dans les exemples qu'on vous a donnés sur l'historiographie, il y a beaucoup d'exemples qui sont des échecs, hein, enfin des échecs si on parle de déploiement. Alors on a parlé de la maison de Jean Prouvé, mais on peut parler de pas mal d'autres très belles productions qui sont restées à l'état. Et si on travaille ensemble, c'est vraiment aussi pour ça, c'est pour trouver ce moyen de déploiement. Et probablement, une de nos hypothèses, c'est qu'il faut être beaucoup plus robuste sur la partie éthique et philosophique pour que dans un contexte où nous, les designers, on a besoin de déployer, on puisse affirmer beaucoup plus fortement la raison de ce déploiement et la faire dépasser la simple raison de l'usage ou la simple raison de la fonctionnalité ou la simple raison de la création de valeur, quelle qu'elle soit, économique ou pas. Oui, et puis rajouter, oui, c'est ce que tu disais sur la question du déploiement, mais le lien à l'échelle, il est, voilà, encore une fois, c'est qu'il y a aujourd'hui non seulement des contraintes, mais il y a des contraintes en 4 dimensions, quoi. Donc ça c'est intéressant. Et puis le fait de revenir sur cette oikos, c'est-à-dire le lien à l'économie, mais l'économie qui fait qu'on peut habiter le monde. C'est quand même ce qui est la vérité originelle de l'économie, puisque l'oikos c'est le foyer, c'est la maison. Donc on se retrouve le 16 janvier avec Barzac. Tu vas peut-être en dire quelque chose. Et puis vous avez le rappel des cours, voilà, les prochains, Imaginaire du Design with Care en février, et puis tout ce que vous voyez plus loin. Et on fera sans doute une journée, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on la fera, si on la fera dans cette session-là ou si on la fera à la rentrée, où nous vous inviterons à poker avec nous, à poker ensemble. Alors c'est pas to poke comme sur Facebook, hein, c'est poker, c'est-à-dire faire des proof of concept et faire des proof of care ensemble. Je vous invite, alors là on va rentrer dans une phase un peu différente du séminaire puisqu'il va y avoir des speakers entre guillemets qui vont être invités. On avait souhaité faire parler quelqu'un de Charlotte-Perriand. C'est Jacques Barzac qui va s'y coller. Alors Jacques Barzac, c'est le grand spécialiste avec Pernet-Perriand de l'œuvre de Perriand. Il se trouve qu'il l'a beaucoup fréquenté de son vivant. C'est quelqu'un que je vous invite vraiment à venir parce que c'est quelqu'un de très étonnant, parce que quand on l'entend parler, on a l'impression d'entendre Charlotte-Perriand parler. C'est-à-dire qu'il est tellement vivant dans ce qu'il raconte, dans les liens de Perriand avec le Corbu, etc. C'est très, à la fois souvent assez drôle et souvent très, très étonnant sur justement la façon dont cette femme a pu traverser le siècle en prenant en compte tout ce qu'on vient de se dire. Et les cours thématiques suivants, donc on va vraiment essayer de baliser la façon dont on va aborder notre Design with Care. Donc quel imaginaire il y a autour de ce Design with Care. Ce sera avec Nicolas Nova, qui est un designer, qui est un spécialiste aussi des imaginaires. On va à chaque fois essayer de voir si on peut trouver quelqu'un qui a une pratique et une capacité de mise en théorie. Ça nous semble aussi assez important. Sur la problématique du design et des politiques publiques, sur la problématique du design et du numérique, la problématique du design et des nouvelles économies. Est-ce que nous, on croit beaucoup en quelque chose, c'est qu'il existe un business model du care, hein, qu'on peut passer d'un modèle de gestion à un modèle d'attention. On aimerait bien arriver à le prouver avec toutes les bonnes initiatives qu'on peut essayer de développer. Et puis le lien avec l'environnement, avant d'avoir un dernier cours qui sera beaucoup plus pragmatique sur les outils qu'on utilise au quotidien et on aura un peu plus de preuves puisque là on a des bonnes nouvelles sur des projets qui sont en train de naître, qu'on a lancé ensemble, avec vraiment très concrètement comment on peut faire sur le terrain pour tester les choses, pour les définir, pour en définir les cadres éthiques, pour en définir les déploiements, pour le rendre scientifique comme tu disais, c'est-à-dire voir comment on peut arriver à faire quelque chose sur ces projets qui soit vraiment très, très global. Voilà. Voilà. Merci beaucoup.